de la Tour du Pin, qui est une incarnation d'Europe 1, mais également de C8. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, merci pour recevoir. Ça nous fait plaisir que vous soyez là, parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Tristesse évidemment pour la chaîne C8, tristesse pour ses animateurs, et puis tristesse pour tous ceux qui font cette chaîne et qui ont pris d'ailleurs hier la parole dans l'émission de Cyril Hanouna. Alors avant de vous donner la parole, on peut peut-être écouter Cyril, qui était hier présent sur l'antenne d'Europe 1. Zéro surprise, sachez-le, on avait déjà anticipé, on est déjà en train de travailler sur des alternatives et même très très bien avancées avec plusieurs groupes, bien entendu audiovisuels, et forcément, voilà, on n'avait aucun espoir, lâchez-le. On sait comment ça se passe, c'est une énorme supercherie, mais on savait, on joue le jeu avec eux. Après, ils ont voulu forcément m'éliminer, ils vont m'entendre à la radio, ils vont encore me voir à la télé, ils vont peut-être me revoir à la radio, ils risquent de me voir encore plus à la radio, encore plus à la télé. On va écouter justement Pascal hier sur C8, vous étiez très ému, Pascal. On a le cœur un peu lourd ce soir, puisque la décision du Conseil d'État est tombée, et que votre chaîne va donc s'arrêter la semaine prochaine. Franchement, je vais vous le dire, moi je suis émue. On est tous émus, les équipes qui sont derrière et qui sont extrêmement nombreuses sont émues. Je les remercie parce que même dans ces conditions extrêmement difficiles, elles font un travail formidable. C'est-à-dire que voilà, on est là, on est en direct, les émissions sont préparées et on ira jusqu'au bout pour vous servir les meilleures émissions possibles. C'est la première chose que j'aurais envie de dire, malgré l'effet de... Exactement, bravo. Et bravo les équipes. Parce que travailler dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Pascal était avec nous ce matin, j'étais pas sur le plateau de C8 hier et vous étiez au cœur du réacteur, j'ai envie de dire, et vous avez dû rester de longues minutes après avec les uns les autres. Qu'est-ce que vous retenez de la soirée d'hier, Pascal ? La soirée, elle était très forte. La première partie avec Eric et Yann, évidemment, nous ouvrons l'antenne, nous ouvrons le direct après avoir appris cette décision de l'Arcom, et après j'ai trouvé que l'émission de TPMP était très forte. Moi, j'ai trouvé que les mots de Cyril étaient très forts, notamment ces derniers mots quand il dit que la fin de C8 serait peut-être liée à une décision qui viendrait de l'Élysée, et il cite plus précisément le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui se serait entendu avec le patron de l'Arcom. Évidemment, voilà, ce sont ses sources à lui. Moi, je suis journaliste, donc je ne fais que rapporter ce qu'il dit. En tout cas, j'ai trouvé ça très grave, Pascal. Très très grave. Effectivement, qu'il y a eu des influences supérieures pour faire taire Cyril. Moi, ce que je comprends pas, je vais vous dire, Pascal, c'est ce que je disais aussi hier. Quand on commet un délit, on le paye, on passe en justice, on le paye ce délit. Une fois que ce délit est payé, il est soldé. Là, j'ai un peu le sentiment que c'est la double peine. Certes, il y a eu des débordements, il y a des sommes qui ont été versées, qui ont été réglées, et là, c'est la double peine. C'est comme si ces sommes n'avaient pas existé. Et il y a une autre chose, je vais vous dire, on m'avait demandé de venir à l'Arcom en juillet dernier. J'étais à l'audition avec Maxime Saada, Gérald Brice-Viré et Franck Apieto. J'ai entendu, j'ai vu. Et Franck Apieto fait cette proposition en disant, écoutez, voilà, on comprend que le direct, ce soit difficile. Parfois, il peut y avoir des débordements. On vous propose le time d'idée, c'est-à-dire que l'émission est diffusée en léger différé par rapport au direct. Et là, le patron de l'Arcom dit, c'est dommage, c'est un peu tard. C'était plié, Pascal. Non, mais je pense qu'il y a une volonté effectivement politique, disons-le. Moi, je disais ce matin, il y a un continuum aujourd'hui sur toutes les décisions de justice, qu'elles soient d'ailleurs des magistrats, mais parfois de la justice administrative. Et je fais un continuum entre effectivement le parquet national financier qui a ciblé Nicolas Sarkozy, avec le Conseil d'État qui a pris la décision que vous connaissez, avec le Conseil constitutionnel qui est dirigé depuis 9 ans par Laurent Fabius, un socialiste, et qui sera dirigé demain par un autre socialiste, Richard Ferrand. C'est vrai que C8 et CNews, et c'est vrai aussi pour Europe 1, permettent d'entendre d'autres voix. Elles permettent d'entendre, bien sûr, les voix que je cite là, mais d'autres voix. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment que la liberté d'expression aujourd'hui en France, elle est menacée. C'est d'ailleurs pas que nous qui le disons. Monsieur Vance, vice-président des États-Unis, l'a dit. C'est-à-dire que si vous cherchiez un exemple de ce qu'a dit Monsieur Vance à Munich il y a quelques jours, la décision d'hier va exactement dans ce sens-là. Et que elle choque, bien évidemment, parce que dans l'univers médiatique dans lequel vous êtes, et vous avez travaillé à LCI, vous avez travaillé à BFM, tout le monde sait que nos milieux, mais c'est vrai aussi pour les artistes, c'est vrai pour les intellectuels, c'est vrai pour les essayistes, c'est vrai pour les écrivains, c'est vrai pour les romanciers. Tout l'espace médiatique, Pascal, il penche à gauche
Et pas seulement à gauche, il est aussi dans une forme de morale sur le Covid, sur le climat, sur l'écologie, sur la cigarette, etc. Les journalistes, j'emploie souvent cette expression, carte de prêche. Et ça, c'est nouveau. Moi, quand je suis rentré dans le métier, en 1988, les journalistes ne prêchaient pas la bonne parole. Vous avez raison, Pascal, effectivement. On a le sentiment qu'aujourd'hui, quand on sort... Enfin, moi, je vais vous dire, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, vous avez raison. J'étais, 17 ans à BFM TV, 4 ans à LCI. Quand je suis passée chez Cyril Hanouna, pour des raisons qui m'appartiennent, d'accord ? Et je le regrette pas 2 secondes, que les choses soient claires, quelle que soit la décision aujourd'hui. Je me suis énormément enrichie et je pense que je ne ferais pas ces émissions si j'étais pas passée par H2O et par C8. Je m'étais jamais posé la question. Je pense que il y a une forme d'autocensure chez les journalistes aujourd'hui, c'est-à-dire que on s'imagine, et c'est vrai que souvent je vois passer des messages, oui, il y a eu des coups de fil de la direction, il y a eu des coups de fil de politique. Je crois que ça, on n'en arrive même pas là. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un système où on s'auto-censure. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui s'auto-censurent et qui n'osent pas aller sur certains terrains de peur de, même si on ne leur a rien demandé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pascal. Je partage complètement votre avis. En fait, les journalistes ne veulent pas appartenir au mauvais camp. Donc le camp du bien. Ils ont peur pour leur travail. Le Covid était très intéressant. Il y a eu une parole unique qui a été dite, c'est-à-dire il faut se faire vacciner, tous. Et puis certains, comme moi, ont dit, je voudrais quand même qu'on me dise pourquoi les gosses, on doit les vacciner, alors que le risque chez eux d'attraper le Covid est infime. Alors on me disait, oui mais ils peuvent transmettre. Oui mais finalement, le vaccin n'empêchait pas la transmission. Donc c'est des questions qu'un journaliste doit se poser. Je trouve que le Covid est un bon exemple, je pourrais en citer d'autres bien sûr, mais il y a ce côté prêcheur sur le climat. Je crois que c'est à Radio France, il y a une charte, on n'a même pas le droit de remettre en doute ou en cause l'idée simplement du réchauffement climatique. Réchauffement climatique, moi je veux bien en parler, mais on a le droit de s'interroger sur qui est responsable du réchauffement climatique. Est-ce l'homme à 100% ou pas? On peut poser les questions. Moi, il me semble que le journalisme, c'est ça. Eh bien, il y a des questions, faut surtout pas les poser. Il est 11h12, on marque une pause. Pascal de la Tour du Pin est avec nous. On peut vous écouter sur Europe. Alors moi, je vous écoute sur Europe, mais je vais vous dire quelque chose. Ah, dites-moi. C'est que je vous ai écouté jadis sur LCI. Oui. Je vous ai écouté jadis sur BFM. Ouais. Je trouve que sur Europe, il y a plus de liberté que vous n'aviez ailleurs. Ah oui, bien sûr. J'entends une petite musique chez vous. Non, mais j'entends chez vous une petite musique plus personnelle. Oui. Ah oui, bien sûr, mais j'ose. Et surtout, je traite comme... Mais alors, évidemment, Pascal, vous le faites tous les jours, mais je traite des sujets qui me touchent et qui touchent aussi les auditeurs. Je trouve que c'est important de parler des vraies choses. Et je pense qu'en France, parce qu'on entend beaucoup, effectivement, on se sent un peu seul. On a un peu le sentiment, et c'est ce qui se passe aujourd'hui à C8. Heureusement que vous êtes là, et heureusement qu'on est soutenu, mais pas beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de politiques réagir, pas beaucoup de syndicats appeler à la mobilisation pour les emplois. On se sent très isolé. En revanche, je pense qu'on représente une majorité silencieuse, qui n'ose pas encore prendre la parole, mais qui pense la même chose. Et il y a une espèce de brouhaha qui est en train de se faire, et je pense qu'il va dans le bon sens. Et c'est pourquoi les audiences, d'ailleurs, les audiences de CNews est la première chaîne info. C'est évidemment, alors elle est caricaturée. Les gens disent, bah oui, effectivement, vous êtes première chaîne info parce que vous ne parlez toujours que de certains thèmes que je ne vais pas citer là. Non, je pense qu'ils ont compris que c'est une chaîne où toutes les opinions sont entendues et qui traitent des sujets qui sont en miroir avec ceux que les uns et les autres ont face à eux dans leur vie personnelle. Il est 11h13, on marque une pause avec Françoise Laborde qui est ancienne membre du CSA. Avant ça, écoutons quelques salariés de C8 qui ont pris la parole hier dans Touche pas à mon poste. On dit un chiffre 400 personnes, mais les gens ils savent pas ce que ça représente 400 personnes en fait. Ils se disent pas c'est des gens des gens lambda entre guillemets qui prennent le métro tous les matins, qui ont des loyers, qui ont des charges, qui ont des problèmes de thunes. Qu'on soit d'accord avec les sujets qu'on aborde sur ce plateau-là, c'est pas un problème. On en débat, on en discute, mais on ferme pas la porte à la discussion. Ça me chagrine et puis moi forcément je vais avoir de boulot. Et puis on peut écouter également Patrick Cohen ce matin sur France Inter qui s'est réjoui, et c'est ça qui m'étonne toujours,
Patrick Cohen devrait, comme nous tous, regretter qu'un média disparaisse. Moi, j'ai pas envie que Patrick Cohen disparaisse. J'ai pas envie que France Inter disparaisse. Et je peux ne pas être d'accord avec Patrick Cohen et le journalisme qu'il défend, mais vraiment, ça me ferait de la peine s'il ne pouvait pas s'exprimer, et surtout si si un jour existait où France Inter était supprimée, je ne viendrais pas avec une joie mauvaise danser sur un cadavre. C'est ça qui m'étonne toujours dans cet état d'esprit. Écoutons Monsieur Cohen. Hier soir, Éric Ciotti est venu en soutien sur le plateau, pendant que Marine Le Pen fustigeait les ayatollahs de la pensée unique et que Laurent Wauquiez promettait de supprimer l'Arcom, autorité obscur. Même son rival pour la présidence de LR, Bruno Retailleau, qui comme ministre devrait défendre l'autorité de la chose jugée, et donc la décision du Conseil d'État, est allé de sa déploration. Le soutien n'était pas aussi large en juillet dernier quand l'Arcom a pris sa décision. Sans doute un mouvement d'allégeance à celui qui apparaît comme le parrain de toutes les droites, Vincent Bolloré. Des droites converties à la dérégulation. Oui, comme Elon Musk, qui ne veut pas de modération sur les réseaux, comme le vice-président américain J.D. Vance, qui a fait la leçon aux Européens sur ce thème à Munich. Il y a un effet Trump dans cette furieuse envie d'éradiquer les garde-fous. Mais en France, ça ne se passe pas comme ça. La liberté, ce n'est pas seulement de pouvoir tout dire ou presque tout, c'est aussi de faire respecter sa vie privée, son image, son honneur, sa réputation, de ne pas subir de campagne de haine ou de dénigrement en raison de son appartenance ethnique ou religieuse, de recevoir une information honnête. Tout cela est codifié dans des conventions que les médias attributaires de fréquences d'État s'engagent à respecter et que le régulateur est chargé de contrôler. Avant de se voir privé de fréquence, C8 a subi 35 réprimandes, mises en garde, mises en demeure, sanctions pécuniaires, soit 35 feux rouges franchis avec autant d'avertissements et autant de récidives avant que l'Arcom ne décide un retrait de permis. Et donc, vous entendez l'édito de Patrick Cohen. Deux remarques. D'abord, il cite Vincent Bolloré et il dit le parrain des droites, ce qui est insultant. Le mot parrain est très connoté. Le parrain fait figure ou renvoie au mot mafia. Que veut-il dire? Mais mafia, on parle de Don Corleone, on parle de personnages de ce type. Donc je m'étonne là aussi que sur France Inter, mais je suis partagé sur ces sujets-là parce que je suis pour la liberté d'expression, mais je m'aperçois que l'Arcom, la liberté n'est pas la même pour tout le monde. Donc quand j'entends effectivement un éditorialiste parler de parrain des droites avec tout ce que charrie ce mot-là, je suis un petit peu étonné et je serai attentif à ce que dira pourquoi pas l'Arcom. Et la deuxième chose, c'est que le camp du bien, si j'ose dire, a inventé un mot pour remplacer le mot censure, et c'est le mot régulation. Mais c'est les mêmes mots. La régulation, c'est une censure, et que ces gens n'ont qu'un mot à la bouche, censure ou régulation aujourd'hui. Je crois qu'on est avec Françoise Laborde, mais Pascal, vous voulez réagir. C'était assez marrant dans l'édito de Patrick Cohen, dans la même édito. Il qualifie Vincent Bolloré de parrain des médias de droite, et à la fin de son édito, on l'entendait, il disait oui, on a le droit au respect, à pas se faire insulter, pardon, mais c'est une insulte. Mais vous avez dans raison. Le même édito. Mais vous avez raison. C'est tout et son contraire, en fait. Mais vous avez parfaitement raison, et ça traduit un état d'esprit que je trouve sidérant, qu'on connaît tous, parce qu'on baigne dans cet univers. Je crois que Françoise Laborde est avec nous. Et Françoise, c'est intéressant. Bonjour. D'abord, bonjour Françoise. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas comme cela avant, je le maintiens. Moi, j'ai commencé en 88 à TF1. Il y avait des oppositions. Chacun savait en gros ce qu'il pensait, bien évidemment. Il y avait des gens de droite, des gens de gauche. Mais le climat n'était pas cette intolérance. Et je maintiens que l'intolérance, elle vient quand même du camp du bien. Elle vient de cette gauche qui s'est radicalisée, Françoise Laborde. Ah mais je suis absolument d'accord. Et moi, ce qui me frappe dans l'édito de Patrick Cohen, c'est ce que vous avez dit. D'abord, se réjouir de la mort de confrères journalistiques, c'est proprement, passez-moi l'expression, dégueulasse. Et quand M. Cohen, quand il interviewe Rachida Dati, mentionne le fait qu'elle porte des barésilles et s'interroge sur l'intérêt de porter des barésilles, c'est pas une réflexion misogyne, sexiste et désobligeante?
qu'il a là, et quelqu'un lui a reproché à Monsieur Patrick Cohen. Est-ce qu'il n'a pas la liberté de, y compris, tenir des propos désobligeants à l'égard de Madame Rachida Dati? Par ailleurs, Patrick Cohen, il n'appartient pas à la génération, il est interdit d'interdire, ou de mai 68, où on se voulait pour la liberté de tous. Alors c'est la liberté de tout le monde, sauf les gens dont on partage pas les valeurs ou les opinions ou les avis. Moi, je suis absolument outrée et consternée par cette décision. Si je pouvais vous faire la liste de toutes les chaînes qui ont manqué au respect de leurs conventions depuis que les conventions entre le CSA, aujourd'hui l'ARCOM, et les chaînes existent, mais la liste est longue. Donc c'est vrai qu'on peut toujours dire ah là là, regardez, C8 a été sanctionné un nombre incalculable de fois, blabla, machin, patin couffin. Sauf qu'on oublie que toutes les chaînes ont été sanctionnées un nombre incalculable de fois, qu'il y a eu des sanctions qui n'ont pas été appliquées parce que voilà, on pensait que c'était pas absolument utile à chaque fois de taper sur la tête de journalistes qui ont fait une erreur. Je pense notamment, et vous vous en souvenez sûrement, au moment des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, quelques membres du CSA dont j'étais se sont émus du fait que les chaînes étaient en direct, y compris les chaînes de service public, y compris le Trésor de France 2, qui était en communication directe avec les otages, et il a fallu que nous intervenions pour leur dire non, vous mettez en danger les otages, vous mettez en danger les forces d'intervention, vous devez arrêter ça. Donc ils l'ont fait, mais on n'a pas pris de sanctions. On n'a pas sanctionné le Trésor de France 2 en disant vous avez manqué à la déontologie en vous comportant de la sorte. Donc même les sanctions, elles sont à géométrie variable, si je puis dire. Et il y a eu des chaînes qu'on a sanctionnées avec plus de sévérité que d'autres, bien sûr. Et en effet, C8 en a fait partie. Alors après, c'est facile de dire regardez le nombre de sanctions qu'il y a eu. Mais je veux dire, on pourrait faire la liste des manquements de toutes les chaînes, services publics comprises, sur lesquelles, en effet, il y a eu beaucoup à dire et à redire. Donc, je trouve que ce procès sur le thème, c'est bien fait pour Cyril Hanouna, parce qu'au fond, c'est ça qui est dit à chaque fois, et c'est ce qu'on retrouve dans l'éditorial de Patrice Cohen. C'est absolument dégueulasse, parce que même qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette émission, il y a un genre qui a été inventé, voilà, qui n'existait pas avant. Dans TPMP, moi je regarde pas beaucoup TPMP, je dois en convenir, mais il a des chroniqueurs qui sont d'horizons parfaitement différents, avec des prises de position parfaitement différentes. Il y a une diversité de points de vue extrêmement différentes. Et puis il y a tous les autres de la chaîne. Il y a Pascal qui est là avec vous et que j'embrasse et je salue. Moi aussi je vous embrasse, chère Françoise. Oh bah oui, je suis tellement triste pour vous, Pascal. Merci. Je pense à Jordan Deluce, je pense à Philippe Labro, je pense à William Lémergie, à tous ces gens qui sont des grands journalistes qui, franchement, quoi, et qu'on traite comme des espèces de gangsters, mais enfin, mais c'est proprement scandaleux. Et je voudrais dire que quelqu'un comme, et je l'ai dit et je le redis, Roch-Olivier Maistre, patron de l'ARCOM, c'est son dernier mandat. Il aurait pu se grandir à un moment donné en disant, eh bien, je renouvelle l'autorisation de ces chaînes. J'invite Monsieur Bolloré ou Gérald Brice-Viré et tous les autres patrons de la chaîne à revenir avec nous pour qu'on rediscute des conditions, etc. Et ce serait grandi de prendre une décision comme ça, au lieu de dire on ferme la chaîne et de mettre au chômage 500 personnes sur C8 et sans doute la moitié sur Énergie 12. Et au nom de quoi Énergie 12? Alors ils ont manqué à quoi Énergie 12? Myriam Salahi, elle fait mal son travail. Jean-Paul non, mais je pense qu'Énergie 12, ils sont comment dire, c'est une victime collatérale. Donc fallait pas virer Absolument. Que C8. Donc en plus, et voilà. ça c'est terrible pour eux, parce que effectivement c'est une victime collatérale. On va marquer une pause. Je voudrais dire quand même que le nouveau patron de l'ARCOM s'appelle Martin Adjari. Il a pris ses fonctions le dimanche 2 février pour 6 ans. C'est un haut fonctionnaire. Il était récemment directeur adjoint de l'Opéra de Paris. Mais je suis dupe de rien, François. S'il pouvait fermer CNews, il fermerait CNews. Ça, c'est ma conviction. On marque une pause, vous revenez après. Non, c'est la pause. C'est le collaborateur de Rémi Finlin. Oui. Et alors? Voilà. Donc il est pas que haut fonctionnaire, il connaît la télé. Mais bien sûr, mais je pense qu'au fond, c'est même pas
personnel chez Monsieur Hadjari. Il appartient sans doute à un courant de pensée, ou s'il pouvait. Alors j'espère me tromper d'ailleurs. Tiens, on peut lui lancer une invitation à Monsieur Hadjari. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Tessier ? Allons-y. Eh bien, on l'invite, le patron de l'Arcom, s'il veut venir nous parler.